Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. À Manhattan, dans un gratte-ciel de verre et d'acier, vivait Richard Langston, un homme dont le nom faisait trembler les marchés financiers. Depuis 2 décennies, il régnait sur Wall Street avec une intuition presque surnaturelle. Ses investissements audacieux l'avaient propulsé au sommet. Il possédait des immeubles entiers à Dubaï, des parts dans des laboratoires pharmaceutiques, des yachts en Méditerranée. Les journalistes le surnommaient « l'architecte invisible du capital ». Et pourtant, derrière les murs immaculés de son penthouse perché aux 89 étages du Langston Tower, l'homme vivait reclus. La richesse ne brillait plus dans ses yeux. L'ambition n'habitait plus ses gestes. Car dans cette forteresse suspendue dans le ciel, une tragédie silencieuse s'était installée. Clara, sa fille unique, âgée de seulement 9 ans, ne marchait plus. 1 an plus tôt, une sortie anodine en voiture, un chauffard distrait, et la vie avait basculé. La colonne vertébrale de Clara avait été brisée. Les médecins avaient murmuré les mots que tout père redoute. Elle ne marchera probablement plus jamais. Depuis ce jour, Richard n'était plus qu'une ombre de lui-même. Il avait transformé sa douleur en mission, refusant l'idée d'un destin scellé. Il avait fait venir les meilleurs chirurgiens de Boston, puis ceux de Genève, Tokyo et Tel Aviv. Il avait financé des centres de recherche spécialisés, lancé des essais cliniques, acheté des brevets de thérapie expérimentale. Chaque jour, il signait des chèques à 7 chiffres dans l'espoir de voir sa fille se lever. Mais rien n'avait fonctionné. Et Clara, autrefois vive, espiègle, bavarde au point d'épuiser ses professeurs, n'était plus qu'un murmure dans un fauteuil roulant en cuir blanc. Ses longs cheveux châtains tombaient sur ses épaules, et ses yeux, de ses yeux clairs qui brillaient autrefois comme un matin d'été, s'étaient ternis. Elle passait ses journées face aux immenses baies vitrées de leur appartement, regardant la ville en contrebas, comme si elle observait un monde dont elle avait été exclue. Parfois, Richard la trouvait là, silencieuse, les doigts posés sur la vitre, suivant le vol d'un oiseau ou les lumières d'un hélicoptère dans le ciel. Il s'approchait alors, posait une main sur son épaule. « Tu veux quelque chose, ma chérie ?» Elle répondait rarement. Ou simplement. « Rien, papa. Je regarde juste ce que je ne peux plus rejoindre. » Chaque mot d'elle était comme une lame froide plantée dans son cœur. Et Richard, habitué à faire plier les puissants, à dominer les crises boursières, était impuissant face à la détresse silencieuse de sa propre enfant. Dans ce palais suspendu, il avait tout, le marbre de Carrare, les toiles originales de Basquiat, des systèmes domotiques dernier cri. Mais l'essentiel lui manquait, la joie d'un rire, la musique d'un pas d'enfant courant dans le couloir. C'est dans ce vide, ce gouffre, qu'un jour, l'inattendu frappa à sa vie. Un soir d'hiver, la neige tombait lentement sur Manhattan, étouffant les klaxons et recouvrant les trottoirs d'un manteau pâle. Le vent mordait les visages, les passants marchaient vite, col relevé, fuyant le froid comme un ennemi invisible. Devant la Langston Tower, un balai de voitures de luxe, de chauffeurs gantés et de flashs de téléphones portables habillaient la façade glacée d'un vernis mondain. Richard Langston, en long manteau noir, sortait du hall de marbre poli. 2 gardes du corps l'escortaient. Sa limousine l'attendait, moteur tournant, la portière arrière déjà ouverte. Il marchait d'un pas mécanique, les traits tirés. Un dîner diplomatique à l'ambassade de France, une conférence sur les marchés émergents, mais son esprit était ailleurs, comme toujours, auprès de Clara. C'est alors que la silhouette apparut. Un homme, sorti de nulle part, fendit la foule compacte comme une ombre qui ne demandait pas la permission d'exister. Ses vêtements étaient en loques, son manteau élimé pendait sur lui comme une vieille couverture. Mais ce n'était pas cela qui arrêtait le regard. C'étaient ses yeux. 2 éclats d'un bleu presque surnaturel, clairs comme la glace mais brûlant de quelque chose d'inconnu. Il s'approcha de Richard, lentement, à contre-courant des conventions, des convenances et de la sécurité. Et il parla d'une voix grave, posée, vibrante, comme s'il récitait un souvenir. « Monsieur Langston. Je peux faire marcher à nouveau votre fille. » Le monde sembla s'arrêter. Les gardes dégainèrent aussitôt, crispés, prêts à neutraliser la menace. Mais Richard,
surpris par quelque chose d'indéfinissable dans le ton de l'homme, leva une main. Il le détailla plus attentivement. Cet homme n'était pas un mendiant ordinaire. Il dégageait quelque chose d'antimondain, de radicalement hors du temps. Son visage buriné portait les marques d'une vie rugueuse, mais ses gestes restaient étrangement précis, presque élégants. Il se tenait droit, malgré la misère de son apparence. « Comment connaissez-vous ma fille ?» demanda Richard d'un ton sec, sur la défensive. L'homme sourit faiblement. Il ne semblait ni effrayé ni impressionné. Il posa une main sur sa poitrine. « Le mal qui l'habite n'est pas médical. Vous avez regardé dans les machines, cherché dans les cellules et les nerfs. Mais ce que vous appelez « paralysie », moi je l'ai déjà vu, ailleurs. C'est un silence ancien. Un oubli de l'âme. Donnez-moi 3 jours. Et je vous rends sa lumière. Un long silence suivit. Les passants jetaient des coups d'œil furtifs, curieux, mais nul n'osait interrompre la scène. Richard, pourtant sceptique par nature, sentit un trouble inédit. L'homme parlait avec une certitude presque sacrée, comme s'il portait en lui une foi ancienne, plus grande que la science, plus vaste que la médecine. « Qui êtes-vous ? » ?»« Mon nom est Ézéchiel Boone. Autrefois professeur d'anthropologie à Yale. Aujourd'hui, un homme que le monde a décidé d'oublier. » Les mots tombèrent comme des pierres dans un lac tranquille. Le nom n'était pas inconnu. Richard avait une mémoire vive. Boone. Oui, cela disait quelque chose. Un scandale il y a des années. Un professeur brillant, spécialiste des civilisations précolombiennes, de la médecine chamanique, des rites de passage. Il avait publié des ouvrages controversés, parlé de la mémoire collective, des frontières entre l'esprit et le corps. Puis, la chute. Un audit, une disparition de fonds dans son département. Un incendie tragique. Sa femme morte dans les flammes. Et Ézéchiel, accusé, mais jamais condamné, avait disparu du monde académique. Un génie brisé. Et maintenant, il se tenait là, couvert de suie, les mains calleuses, les yeux perçants, devant l'homme le plus puissant de New York, lui offrant quelque chose que nul ne pouvait acheter. Richard aurait pu rire. Appeler la police. Lui lancer un billet pour qu'il disparaisse. Mais au fond de lui, il savait. Ce n'était pas une escroquerie. Ce n'était pas un fou. C'était quelqu'un qui savait. Clara. Clara n'avait plus de temps à perdre. Contre toute attente, Richard posa sa main sur l'épaule d'Ézéchiel. Un instant, le doute le dévora. Il était un homme forgé par la raison, habitué à contrôler chaque variable. Mais face à cet homme hors du temps, face à ce dernier espoir incarné dans un regard bleu profond, il se permit une audace rare, il accepta. Le soir même, Clara fut doucement conduite hors de leur luxueux appartement, enveloppée dans une couverture épaisse. Les gardes du corps, perplexes mais sans instruction, suivirent à distance, tandis que la voiture filait vers le Bronx. Ils arrivèrent devant une vieille maison décrépite, cachée entre 2 immeubles en briques rouges couverts de graffitis. Le portail grinça sous une brise froide, et une odeur de terre humide, d'herbes séchées et de bois brûlés monta dans l'air. À l'intérieur, l'obscurité dominait. Mais au centre de la pièce principale, un autel avait été dressé. Il était chargé de symboles anciens, d'artefacts soigneusement disposés, des plumes d'aigle, des pierres gravées de motifs incompréhensibles, des herbes aux fragrances âcres, et des bols en cuivre contenant de la cendre blanche. Ézéchiel posa Clara sur un tapis épais, ses mains tremblantes mais confiantes. Il se pencha vers elle, et d'une voix douce, lui demanda. « Ferme les yeux, Clara. Ne crains rien. » La fillette obéit, ses paupières se fermant comme des rideaux sur un théâtre secret. Pendant 3 nuits entières, la maison résonna des chants d'Ézéchiel. Une langue oubliée, entre souffle et mélodie, qui semblait tisser un lien entre le visible et l'invisible. Par moments, la voix se brisait, parfois elle s'élevait en un crescendo hypnotique. Il traçait sur des planches de bois des symboles énigmatiques, qu'il brûlait ensuite lentement, laissant la fumée s'élever comme un pont vers des mondes anciens. Il murmura des secrets que même les livres les plus rares n'avaient jamais consignés, la mémoire des ancêtres, la guérison de l'âme liée à celle du corps, le pouvoir des éléments et la force des esprits protecteurs. Richard, dans la pénombre,
restait proche, mais son esprit rationaliste luttait avec ce qu'il voyait. Était-ce un charlatanisme? Un acte de désespoir? Pourtant, chaque souffle, chaque geste d'Ézéchiel semblait chargé de vérité. Puis, au matin du 4e jour, un frisson parcourut la pièce. Clara bougea les doigts. Un mouvement d'abord imperceptible, fragile comme une feuille caressée par le vent. Puis un autre. Richard, le souffle suspendu, s'agenouilla près d'elle. 2 semaines plus tard, à la stupéfaction générale, Clara fit un pas. Un pas hésitant, vacillant, mais un pas. Puis un autre. 1 mois plus tard, elle courait dans le jardin suspendu de leur immeuble, ses cheveux flottant derrière elle comme une bannière de victoire. Les médias s'en emparèrent rapidement. Les journaux parlaient de guérison spontanée, les chaînes d'information évoquaient un miracle. On spéculait sur une thérapie révolutionnaire, sur des traitements expérimentaux financés par le puissant Richard Langston. Mais Richard ne dit rien. Il ne révéla pas Ézéchiel. Au contraire, il chercha l'homme mystérieux. Il explora les quartiers du Bronx, interrogea d'anciens collègues d'université, fouilla dans les archives. Mais trop tard. Ézéchiel Boone avait disparu. Comme une légende, comme un souffle d'espoir éphémère, il s'était volatilisé dans la nuit, laissant derrière lui un mystère que même la fortune de Richard ne pouvait percer. 1 an passa. Le temps, autrefois figé pour Richard Langston, reprit lentement sa marche. Clara retourna à l'école. Elle riait de nouveau, jouait avec ses camarades, faisait des cauchemars moins souvent, et des rêves plus grands. Chaque matin, elle traversait le hall de la Langston Tower à petits pas déterminés, saluant le personnel d'un sourire, comme pour leur rappeler que la lumière peut revenir là où il n'y avait que l'ombre. Elle prenait des cours de dessin. Chantait parfois en rentrant. Par moments, elle s'arrêtait devant la baie vitrée du Penthouse, mais non plus pour regarder ce qu'elle ne pouvait atteindre. Elle observait le monde comme un territoire à conquérir. Quant à Richard, il n'était plus le même homme. Il avait vendu ses actions. Fermé ses bureaux de Londres et Singapour. Abandonné les parquets de Wall Street, comme on quitte une maison vide d'âme. À la place, il avait fondé The Boone Legacy Institute, du nom de l'homme que personne ne connaissait, mais qui lui avait tout rendu. Ce n'était pas une clinique, ni un laboratoire dans le sens traditionnel. C'était un lieu à part. Une ancienne abbaye en pierre, transformée en centre de recherche, nichée dans les forêts du nord de l'État de New York. On y croisait des médecins, des anthropologues, des guérisseurs, des linguistes, des traducteurs de textes anciens, des moines tibétains, des herboristes péruviens. Tous rassemblés pour une même mission, retrouver les ponts perdus entre les savoirs, entre les corps et les âmes. Richard n'était plus le financier froid et redouté d'autrefois. Il s'habillait simplement. Il écoutait plus qu'il ne parlait. Parfois, il passait des heures entières dans les serres de plantes médicinales du centre, à écouter un vieux maître Navarro lui parler des vents, du feu, de la mémoire des pierres. Et puis un jour, sans avertissement, une enveloppe arriva. Glissée sous la porte de son appartement, sans timbre, sans sceau, sans expéditeur. À l'intérieur, une simple photo. Clara, debout, dans le jardin suspendu, un rayon de soleil sur le visage. Elle souriait. Pas à l'objectif, mais à quelque chose ou à quelqu'un que la photo ne montrait pas. Et au dos, griffonné à la main, à l'encre noire légèrement effacée. Ce n'est pas moi qui l'ai guérie. C'est elle. Moi, je n'ai fait que lui rappeler qui elle était. Ézéchiel. Richard resta longtemps sans bouger, les doigts serrés sur le papier. Un frisson ancien, presque sacré, remonta en lui. Il relut les mots plusieurs fois. Pas pour les comprendre, il les avait compris dès la première lecture, mais pour les absorber, les laisser descendre dans sa chair. Il sut, à cet instant, qu'il ne reverrait jamais Ézéchiel Boone. Les rumeurs s'étaient multipliées, bien sûr. Certains disaient qu'il était mort, enterré anonymement dans les rues froides du Bronx. D'autres affirmaient l'avoir vu dans les montagnes de l'Arizona, marchant pieds nus parmi les roches rouges, là où les chamans Hopi méditaient au sommet du monde. Un reporter prétendait même avoir aperçu un homme lui ressemblant à Quito, priant dans une église abandonnée. Mais Richard n'avait pas besoin de preuves. Il savait. Il avait rencontré un homme que le monde moderne avait jugé fou, puis oublié,
un homme dont la sagesse n'avait pas de diplôme, mais portait la mémoire des anciens dans sa voix. Un homme abîmé par la perte, mais resté debout dans sa vérité. Un homme qui n'avait pas guéri Clara, mais qui lui avait rappelé qu'elle n'était jamais brisée. Et grâce à lui, Richard n'avait pas seulement retrouvé sa fille. Il avait retrouvé son âme.